Bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir que je vous accueille ce soir à cette deuxième soirée info-partage de la saison 2016-2017. D'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui participent de près ou de loin à l'organisation de ces soirées-là. Je n'ai pas ma liste de tous les noms, mais en tout cas, les gens concernés, je crois maintenant, se connaissent. Puis je remercie particulièrement Anne Robert du projet Continuum qui travaille très fort avec nous là, pour mettre en place ces soirées. Alors, ce soir, on a près de 10 sites qui sont connectés simultanément. Entre autres, dans la région de Rivière-du-Loup, on a aussi à Rimouski, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Sept-Îles, la Côte-Nord aussi à Fermont. On a des gens bien entendu, du CHUM. On a aussi des gens du nord de Lanaudière, de Charlemagne, du sud de Lanaudière et de Chaudière-Appalaches. Alors, merci à vous tous de vous joindre à nous pour cette soirée info-partage. Je fais quelques rappels techniques. Alors, il semblerait qu'on aurait un problème au niveau du son. Alors, c'est vraiment très important de garder tous les micros fermés. Donc, un seul micro ouvert à la fois. Ensuite de ça, pour les personnes responsables dans les salles, s'il y a des personnes responsables, je vous invite à comptabiliser le nombre de participants, puis de me faire un suivi là, par courriel à l'adresse du Centre Rose et de nous joindre les fiches d'appréciation de la soirée. C'est très apprécié. Alors, la soirée de ce soir va se dérouler en 2 étapes. Donc, d'abord, on va avoir la présentation du Dr José Savard. Ensuite, ce que je propose, c'est de faire une petite pause de quelques minutes parce qu'on va avoir aussi un témoignage qui va se réaliser de Montréal. Alors, on va prendre quelques minutes de pause histoire de modifier le système. On va avoir le témoignage de 10 à 15 minutes, puis ensuite, on procédera à la période de questions. Donc, ce qui fait en sorte que probablement que d'ici 20h30, on devrait avoir terminé. Alors, je vous présente la docteure José Savard. Donc, après un stage postdoctoral au Fox Chase Cancer Center à Philadelphie, Madame Savard intègre l'école de psychologie en 1997 à titre de chercheuse boursière au FRQS et entreprend ses travaux de recherche au Centre de recherche sur le cancer à l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle est professeure titulaire depuis 2008. Ses divers projets de recherche, subventionnés principalement par les IRSC, sont centrés sur les aspects psychologiques du cancer et sur l'efficacité des interventions cognitivo-comportementales pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie. Plus spécifiquement, ses travaux portent sur l'insomnie et la dépression dans le contexte du cancer du sein et du cancer de la prostate. En 2014, le prix d'excellence en éducation de l'Association canadienne en oncologie psychosociale lui a été décerné. Puis en 2015, elle a reçu une nomination au titre de Fellow de la Société canadienne de psychologie. Elle a publié en 2010 le livre « Faire face au cancer avec la pensée réaliste » et elle va nous entretenir aujourd'hui de l'approche qu'elle suggère pour mieux s'adapter au risque d'avoir un cancer. Alors, je cède la parole à Dr José Savard. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés pour m'entendre ce soir. Je sais que le mois de novembre, c'est quand même assez attirant de rester chez soi en pyjama avec une belle doudou toute chaude. Mais bon, c'est apprécié que vous soyez là. Donc, je vais vous parler de pensée positive ce soir, à savoir, est-ce que c'est une bonne stratégie pour s'adapter à un risque élevé de cancer? Alors, d'abord, je vais vous faire un avertissement. En fait, je vais en faire 2. Habituellement, je m'adresse plus à des personnes qui sont atteintes de cancer. Alors, c'est une première pour moi de m'adresser à des gens qui n'ont pas nécessairement eu de cancer, mais qui sont plutôt à risque d'en avoir. Et puis, mon deuxième avertissement, c'est par rapport au fait qu'il se pourrait que je dise des choses ce soir qui aillent un peu à l'encontre de certaines de vos croyances. Alors, je vous invite à simplement m'écouter, à être ouvert à ce que je vais vous présenter. Puis, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je vous dis. C'est simplement une proposition que je vous fais ce soir, peut-être pour voir les choses un peu différemment. Alors,
On parle de pensée ce soir et on sait qu'il y a plusieurs ouvrages qui sont publiés chaque année sur le pouvoir de la pensée, à quel point la pensée a le pouvoir, par exemple, de prévenir le cancer ou encore d'augmenter les chances qu'on en guérisse. Donc, toutes sortes de livres au titre les plus accrocheurs les uns que les autres, comme Dire non au cancer ou encore Le pouvoir anti-cancer des émotions, qui nous laissent penser que la personne a vraiment un pouvoir sur le risque de développer un cancer ou encore une récidive de cancer. En général, ce qu'on retrouve dans ce genre d'ouvrage, c'est deux idées. La première idée, c'est que le stress augmente le risque de cancer. Ou encore, même, les gens vont le formuler de façon encore plus catégorique et vont dire « le stress cause le cancer ». Et une autre idée qui est souvent avancée, c'est le fait que le risque de cancer ou encore la probabilité d'en guérir va dépendre de façon très importante de l'attitude de la personne et que le fait d'avoir une attitude combative, une attitude positive va augmenter les chances de guérison ou encore va diminuer le risque d'avoir un cancer initialement. Alors, on va regarder un peu ensemble dans les premières minutes, c'est quoi les preuves scientifiques qu'on a de ces deux idées-là. On le sait, ce sont des croyances communes aussi dans la population. Alors, on va couramment entendre les gens dire je vais avoir un cancer stressé comme je suis, ou encore je vais avoir une récidive stressée comme je suis. Et aussi, on va être susceptible d'entendre très souvent, si je pense positivement, je n'aurai pas le cancer ou je n'aurai pas de récidive de cancer. D'ailleurs, les personnes atteintes de cancer se font souvent dire par leur entourage, sois positif, ça va bien aller. Ça peut avoir l'air d'une bonne stratégie comme ça, une stratégie qui peut être encourageante. Par contre, il y a un corollaire un peu plus négatif qui est que si la personne développe un cancer, elle est très susceptible de se sentir responsable et donc de ressentir de la culpabilité par rapport au fait d'avoir eu cette maladie-là. Donc, ça va être de ma faute si un jour j'ai le cancer ou encore une récidive de cancer. On va aller un peu plus en profondeur dans ces idées-là, un peu plus loin. Mais là, dans les prochaines minutes, j'aimerais qu'on regarde à quel point c'est fondé empiriquement ces idées que le stress cause le cancer ou encore que la pensée positive nous en protège. Si on revient aux ouvrages dont j'ai donné des exemples au tout début, souvent ce qu'on va retrouver, ce n'est pas des rapports scientifiques là, qui vont décrire les résultats observés dans les études. Ça va être plutôt une description de cas cliniques. Les auteurs vont par exemple, décrire le cas d'une personne qui avait un risque très élevé de cancer, puis qui était tellement positif que, j'ai dit personne, donc positive, qu'elle n'a jamais développé de cancer. Ou encore le cas d'une personne qui a un cancer qui était très négatif et qui, malgré un pronostic très positif, a eu une évolution très rapide de sa maladie. Donc, quand on lit ça comme lecteur, ce genre de cas clinique-là, c'est très convaincant parce qu'on est capable de s'identifier à ça. Puis, c'est quand même assez facile à comprendre. C'est beaucoup moins fastidieux que si, par exemple, les auteurs décrivaient les résultats des études scientifiques puis nuançaient un peu les résultats. Donc, c'est sûr que les auteurs, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont choisir les cas cliniques qui appuient leurs suppositions. Mais on n'entend pas parler des cas qu'ils ont vus dans leur pratique qui étaient à l'encontre de ces hypothèses-là. Donc, ils ne vont pas parler de gens qui étaient positifs puis que malgré ça ont eu un cancer ou encore ont eu une évolution rapide du cancer. Donc, ça aussi, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus convaincant comme discours que des recherches où des fois, il y a des recherches qui montrent des résultats indiquant une chose, puis des fois, des résultats qui indiquent le contraire. Mais ce qu'on sait, c'est que la recherche, c'est la seule façon de vérifier la validité d'une théorie parce que ça s'adresse à des grands groupes de personnes. On va évaluer à quel point cette idée-là que le stress cause le cancer est vraie pour un grand groupe de personnes versus une seule personne en particulier. Donc, si on regarde la littérature scientifique sur cette hypothèse que le stress cause le cancer, on retrouve là une multitude d'études, des dizaines et des dizaines d'études qui ont évalué cette hypothèse-là, qu'on investigue depuis environ les années 60. Donc, ce n'est pas une idée nouvelle, puis les chercheurs s'y attardent là, depuis un grand bout de temps.
On va retrouver dans la littérature certaines études qui montrent une relation entre le stress puis un risque accru de cancer. Par contre, si on regarde l'ensemble de la littérature scientifique, ce qu'on observe, c'est que la très grande majorité des études qui ont été publiées ne montrent aucun lien entre le stress et le cancer. Ce qu'on observe aussi, c'est que dans les études, les quelques études qui ont montré une relation, souvent, ils n'ont pas tenu compte du fait que les gens qui sont stressés vont avoir tendance à avoir des habitudes de vie plus néfastes. Donc, moins faire d'activité physique, par exemple, fumer davantage, manger moins bien, qui sont des facteurs qui, à eux seuls, peuvent causer un cancer. Aussi, on peut se poser la question, qui ne vit pas de stress de nos jours? Je ne sais pas, je peux peut-être vous poser la question, qui n'a pas vécu de stress dans la dernière année? Bon, je ne sais pas dans les sites distants, là, mais ici, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui a levé la main. Le stress, c'est quelque chose qui est inhérent à la vie. Même l'homme de Cro-Magnon était stressé. C'était peut-être pas par rapport aux mêmes choses. C'était plus par rapport à sa survie. Donc, c'est pas par rapport au trafic, des choses comme ça, mais ça faisait quand même partie de la vie humaine il y a longtemps. Donc, comme je le disais, le stress, ça fait partie de la vie. Puis en fait, c'est 100% des gens qui sont stressés. C'est sûr qu'il y a différents niveaux d'intensité. Mais si le stress était tant que ça associé au cancer, ce ne serait pas une personne sur 3 qui aurait un cancer dans sa vie, ce serait probablement 100%. Il y a des gens aussi que souvent vont dire il y a des enfants qui ont le cancer, puis souvent à bas âge, puis on n'a pas d'indication qu'ils ont nécessairement vécu tant de stress que ça dans leur vie. Souvent, ce qu'on va retrouver comme argument dans les livres de psychologie populaire, dont je vous ai présenté des exemples en début de conférence, ils vont utiliser l'argument que les études ont vraiment démontré que le stress est associé à une perturbation du fonctionnement immunitaire. Donc, autrement dit, que le stress affaiblit la capacité de notre système immunitaire à lutter contre la maladie. Cette affirmation-là est partiellement vraie parce que c'est tout à fait vrai que on a démontré dans des études que le stress est associé à certaines altérations au niveau du système immunitaire qui sont d'une nature puis d'une force assez grande pour influencer notre risque d'avoir des infections. Donc, par exemple, il y a des études qui ont comparé des étudiants universitaires pendant une période d'examen versus le début de la session. Puis, ils ont observé que pendant la période d'examen, il y avait des altérations immunitaires qui étaient associées à un risque accru d'avoir des rhumes. Donc, ça, c'est assez bien établi que le stress a ces impacts-là sur une augmentation du risque d'avoir des infections. Ralentissement aussi des blessures au niveau de la peau. Par contre, le bout qui n'est pas du tout démontré, c'est est-ce que ces perturbations-là sur le plan immunitaire sont d'une nature puis d'une force ou d'une durée assez grande pour avoir un impact aussi si important sur le développement d'une maladie comme le cancer, qui est une maladie très complexe, comme on va le voir tout à l'heure. Et puis, peut-être le dernier élément que je voudrais aborder par rapport à cette idée-là, c'est que c'est pas parce qu'on ne connaît pas de cause médicale claire que c'est nécessairement psychologique. Alors, ce qui est perturbant souvent pour les personnes à risque de cancer ou encore qui ont développé un cancer, c'est de ne pas savoir c'est quoi la cause de cancer. En fait, ce qu'il faut dire ici, c'est que la recherche sur le cancer, c'est encore imparfait. Il nous reste encore beaucoup à découvrir sur les causes du cancer, même si on en comprend beaucoup plus les mécanismes, il nous reste encore beaucoup à découvrir. Donc, par exemple, pendant longtemps, on a cru que les ulcères d'estomac étaient dus au stress, jusqu'à ce qu'on découvre, il y a une vingtaine d'années à peu près, que la majorité était due à une bactérie qu'on est capable de traiter avec un antibiotique. Donc, peut-être que pour le cancer, ce ne sera pas aussi simple comme cause et comme traitement. On se doute que c'est beaucoup plus complexe. Par contre, comme je le disais, il nous reste beaucoup à découvrir. Puis, dans quelques années, on saura probablement mieux comment tous les facteurs interagissent les uns avec les autres pour augmenter le risque de cancer. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas cette connaissance-là aujourd'hui qu'il faut nécessairement conclure que c'est psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur les causes du cancer? Je vous pose la question.
Les gènes. Donc, oui, c'est assez un facteur qui explique quand même 5 à 10 des cas de cancer. Donc, les habitudes de vie, comme quoi? Oui, la cigarette. Oui, les produits chimiques. Oui, peut-être, en fait. OK. En fait, ce qu'on connaît, on le voit ici dans mon modèle multifactoriel du cancer, c'est il y a beaucoup de facteurs de risque du cancer. Alors, vous voyez que j'ai mis l'hérédité, bien sûr, comme par exemple le fait d'être porteuse des gènes BRCA1 et BRCA2, qui augmentent le risque de cancer du sein et de l'ovaire, comme vous savez. Il y a les hormones qui sont un facteur très, très important aussi pour les mêmes types de cancers. Certains virus qui vont augmenter le risque de certains cancers, comme le VPH, qui est un facteur de risque pour le cancer du col de l'utérus. Vous voyez que, surtout dans mon modèle, j'ai beaucoup de points d'interrogation et ça reflète le fait qu'il nous reste encore beaucoup à connaître sur les causes du cancer. Donc, par exemple, au niveau des causes environnementales, comme la pollution ou les produits chimiques, vous voyez que j'ai mis un point d'interrogation parce que, premièrement, c'est quelque chose d'assez complexe à étudier, puis on ne peut pas dire à ce jour que tel produit est associé à un risque de cancer. On a des suspicions, mais les preuves claires manquent. Il nous reste encore beaucoup à étudier. Vous voyez que le manque d'exercice physique, je l'ai accompagné aussi d'un point d'interrogation, mais ça commence à devenir de plus en plus établi. Donc, je pense qu'il va falloir que je l'enlève éventuellement, que la sédentarité, c'est un facteur de risque aussi. Vous voyez que j'ai mis la nutrition aussi avec un point d'interrogation parce que malgré que certains affirment haut et fort pouvoir avoir proposé une diète anti-cancer, il reste que c'est pas parce qu'on suit ce genre de conseils que ça va nous prémunir du cancer. Vous voyez aussi que j'ai mis des points d'interrogation pour ajouter des facteurs éventuellement à ce modèle multifactoriel qu'on découvrira éventuellement dans les années à venir, j'imagine. Mais l'idée principale qu'il faut retenir ici, c'est que le cancer n'a pas une seule cause. C'est une maladie qui est multifactorielle. Donc, il y a plusieurs facteurs qui interagissent les uns avec les autres pour provoquer le cancer. Alors, pour 2 personnes qui ont un cancer du sein, il va y avoir un ensemble de causes qui va être complètement différent. Donc, pour une personne, ça va peut-être être plus l'hérédité qui va avoir un rôle. Pour d'autres, pour une autre, ça va peut-être plus les habitudes de vie, les hormones, etc. Donc, c'est un peu comme, je pensais à cette analogie-là, vous allez me dire si elle est bonne, puis si je peux la réutiliser ensuite, mais c'est un peu comme si on fait un bouilli de légumes. Puis, pour un bouilli, le cancer est le bouilli de légumes. Puis, une personne va le faire avec beaucoup de navets, un peu de carottes et un peu de bœuf. Puis, une autre personne va le faire avec d'autres ingrédients. Et donc, le bœuf va être composé de différents facteurs, de différents ingrédients. Donc, c'est un peu ça, le cancer. Il est constitué de différents ingrédients qui varient d'une personne à l'autre. Donc, sa recette change d'une personne à l'autre. Donc, vous voyez aussi que j'ai mis le stress et les autres facteurs psychologiques, malgré ce que j'ai dit sur le manque de preuves scientifiques que le stress cause le cancer, j'ai mis un point d'interrogation. Parce que, bon, comme je le disais, ce n'est pas un facteur qui est établi encore. Mais je l'ai quand même ajouté à mon modèle pour en tenir compte, mais simplement pour vous mentionner que si le stress et les autres facteurs psychologiques, comme le fait d'avoir vécu un traumatisme ou la dépression, ont un rôle vraiment sur l'évolution du cancer, c'est à travers l'influence de beaucoup d'autres facteurs qui sont plus influents que les facteurs psychologiques. Parce que si les facteurs psychologiques avaient une influence si importante, on l'aurait déjà identifié dans les recherches. J'en viens maintenant à la deuxième idée qui est souvent proposée par les adeptes de pensée positive. C'est cette idée justement que la pensée positive, ça peut nous aider à ne pas avoir le cancer ou encore d'en guérir quand on en a déjà été atteint. Si on regarde la littérature scientifique sur cette idée-là, il y a un nombre vraiment très limité d'études qui ont été publiées. Et il y a peut-être 1 ou 2 études que j'ai pu retracer qui suggèrent que l'optimisme s'est associé à un taux de mortalité qui est plus faible, toutes causes confondues, en incluant le cancer.
Toutefois, ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que l'optimisme diminue vraiment le risque de maladie mortelle ou encore est-ce que cette relation-là peut s'expliquer par le fait que être en santé, bien, ça nous rend plus optimistes par rapport à la vie. Hein? Donc, cette relation-là, pour l'instant, on ne sait pas là, dans quelle direction elle est exactement. Puis comme je vous dis, ben, c'est basé sur 1 ou 2 études. Puis un principe en science qui fait que la réplication est vraiment très importante. Donc, il faut reproduire ces résultats-là dans d'autres études, beaucoup d'autres études, avant qu'on conclue que notre hypothèse est vraiment vérifiée. Donc, par exemple, le tabagisme, ça a pris une quarantaine d'années d'études avant qu'on puisse dire, oui, vraiment, le tabagisme est associé au cancer, qui est une connaissance là, que personne ne remet en question maintenant parce que c'est vraiment bien établi. Donc, on est loin de ça là, pour ce qui est du rôle de la pensée positive dans l'évolution du cancer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important d'essayer de moins croire, de moins adhérer à ces croyances-là, parce que ce que nous dit aussi les recherches scientifiques, c'est que croire que le stress cause le cancer ou croire encore qu'on est responsable du cancer et de son évolution, bien, c'est associé à plus de détresse psychologique. C'est bien démontré dans la littérature. Donc, en résumé, ce qu'on vient de voir, c'est que les facteurs psychologiques comme le stress, on peut mentionner aussi le fait d'avoir vécu des traumatismes, la dépression, etc. Et l'attitude mentale de la personne, ça ne semble pas avoir une influence qui est déterminante sur le développement du cancer. Croire qu'on est responsable du cancer, ça augmente la détresse psychologique. On sait que ça, la détresse psychologique, ça nuit à la qualité de vie des gens. Donc, c'est important d'aider les personnes à risque de développer un cancer de mieux s'adapter à cette possibilité-là. Et puis là, pour les prochaines minutes, on va se poser la question, est-ce que la pensée positive est une bonne stratégie pour bien vivre avec un risque élevé de cancer? Bon, être à risque de cancer, je ne vous apprends rien, ça peut être difficile, ça peut être angoissant, ça peut être stressant. Puis, c'est associé à des pensées négatives, comme par exemple, je vais avoir le cancer, je vais mourir, parce qu'on sait, on a tendance souvent à associer le cancer à la mort, même si, fort heureusement, les taux de survie au cancer continuent d'augmenter d'année en année. Je vais souffrir, faire souffrir mon entourage, je ne verrai pas grandir mes enfants, c'est injuste, etc. On sait aussi que cette réalité-là, c'est associé à toutes sortes d'émotions dérangeantes. Alors, de la déprime, beaucoup d'anxiété. Il peut y avoir de la colère également. Selon le modèle cognitif des émotions, ici, je vous présente le modèle de Beck, mais bon, il n'est pas le seul auteur à avoir proposé cette idée-là. Ce qu'il dit, en fait, Beck, qui est un psychiatre américain, qui est le pionnier de ce qu'on appelle la thérapie cognitive, il nous dit que ce n'est pas la situation tellement qui va faire en sorte qu'on va avoir des émotions désagréables. C'est sûr que vivre des événements négatifs, ça augmente la probabilité qu'on vive des émotions, mais ça va passer à travers notre interprétation. Donc, en d'autres mots, ce qui va nous perturber le plus, c'est l'interprétation qu'on va faire de la situation qu'on vit, beaucoup plus que la situation comme telle. Alors, si je prends l'exemple banal on est pris dans le trafic à 5 heures le soir, il faut aller chercher notre enfant à la garderie, une personne pourrait avoir une interprétation très catastrophique de cette situation-là, puis se dire, mon Dieu, je vais être en retard, puis je vais avoir une pénalité, puis les éducatrices vont être en colère contre moi, je ne peux pas faire ça, c'est inacceptable. Versus une autre personne qui va se dire, je fais ce que je peux, puis j'arriverai au moment où j'arriverai, puis ils vont comprendre. Donc, vous voyez que des interprétations différentes comme ça, ça va avoir un impact différent sur les émotions. Donc, la première personne qui a des pensées catastrophiques va être susceptible d'avoir beaucoup plus d'anxiété, par exemple, versus la deuxième personne qui relativise beaucoup plus. Alors, c'est vrai aussi pour des situations qui, objectivement, sont négatives, comme par exemple le fait d'être à risque de cancer ou le fait d'avoir un cancer. Donc, si on prend le cas de Sylvie ici,
Sylvie apprend qu'elle est porteuse du BRCA1, BRCA2. Alors, son interprétation, je vais avoir un cancer, je vais mourir. Alors, puisqu'on a dit que nos réactions, comme nos émotions, vont dépendre beaucoup de comment on interprète cette situation-là, déjà, on pourrait dire que Sylvie ne va pas très bien se sentir, n'est-ce pas? Donc, en fait, Sylvie va être très susceptible de ressentir des émotions comme de la dépression, de l'anxiété, d'avoir des comportements comme ruminer ou encore s'isoler, arrêter de voir des gens. Au niveau physiologique, il va peut-être y avoir des symptômes comme une perte d'appétit ou de l'insomnie. Alors, quand on regarde le cas de Sylvie, puis qu'on se rappelle cette idée que nos réactions dépendent en grande partie de comment on interprète les événements qu'on vit, on pourrait avoir tendance à conclure que Sylvie aurait un grand avantage à penser plus positivement. Mais avant de conclure, on va poursuivre la description du cas de Sylvie. Alors, Sylvie se sent souvent triste et anxieuse par rapport à son risque de récidive. Elle a lu plusieurs livres sur le pouvoir de la pensée et est convaincue que la tristesse et l'anxiété qu'elle ressent augmenteront ses chances d'avoir un cancer. Elle se sent coupable de ne pas parvenir à garder une attitude positive. Je suis incapable de demeurer positive, il est donc certain que je vais avoir un cancer. Elle décide de consulter un psychologue dans le but de diminuer ses chances d'avoir un cancer. Alors, ce qui illustre le cas de Sylvie ici, c'est ce qu'on pourrait appeler la tyrannie de la pensée positive. La tyrannie de la pensée positive, c'est un cercle vicieux qui s'installe et qui part de cette croyance qu'il faut toujours être positif pour ne pas avoir le cancer. Et là, comme dans le cas de Sylvie, on n'y parvient pas. Pourquoi on n'y parvient pas, vous pensez? À être toujours positif? J'entends pas. Parce que c'est impossible. Effectivement, c'est impossible. Donc, c'est complètement irréaliste. Mais les gens s'imposent ce genre quand même de choses. Et là, bon, quand on ne parvient pas à être toujours positif, qu'on est anxieux, bien là, on va l'être encore davantage parce qu'on va se dire, bien, je vais avoir un cancer parce que je ne suis pas capable d'avoir l'attitude qui est nécessaire pour ne pas l'avoir. Puis en plus, bien, ça va être de ma faute si je l'ai parce que j'étais trop stressée. Alors, on a vu que le fait d'être à risque de cancer, ça pouvait amener toutes sortes de pensées négatives comme « je vais avoir un cancer, je vais mourir ». Et là, parce qu'on a lu quelques livres sur la pensée positive, on pourrait avoir tendance à se dire « ouf, là, il ne faut pas que je pense négativement comme ça ». Donc, on va essayer, dans ces situations-là, de changer les pensées négatives qui envahissent notre tête pour un autre ensemble de pensées qui sont plus positives. Donc, on va chasser les pensées négatives, puis on va essayer de les remplacer par des pensées positives. Comme par exemple, ça ne m'arrivera pas, le cancer, ça arrive juste aux autres, puis tout va bien aller. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qu'on essaie de se répéter quand on ne se sent pas bien. Non, non, ça va être correct, ça va bien aller. Est-ce que c'est efficace de se dire ça? Peut-être à court terme, parce qu'on a vu tantôt que quand on a des pensées négatives, on a des émotions négatives. Donc, si on a des pensées positives, en principe, on devrait se sentir un peu mieux. Mais ce qu'on observe, en fait, c'est que cet effet-là est à court terme et qu'éventuellement, on va finir par avoir des doutes à savoir si c'est si vrai que ça que le cancer ne m'arrivera pas, puis que ça arrive juste aux autres. Peut-être qu'on va... Pardon? On n'a pas de garantie. Donc, quand on se dit des choses comme ça, bien, parfois, on peut avoir des doutes, puis ces doutes-là sont, dans le fond, fondés parce qu'il n'y a rien qui nous dit qu'on ne l'aura pas. On peut espérer ne pas l'avoir, mais on n'a pas de certitude. Donc, aussitôt que le doute s'installe, qu'est-ce qui arrive? Bien, les gens vont avoir tendance à retomber dans leurs pensées négatives. Donc, à osciller, dans le fond, entre ces pensées négatives qu'on a de façon spontanée par rapport à cette situation-là, je vais avoir un cancer, je vais mourir, puis on se dit, non, il ne faut pas que je pense à ça, il faut que je pense positivement, c'est ça qui va m'aider. Puis là, on va essayer de se dire, ça va bien aller, puis ça arrive juste aux autres. Puis là, bien, on va se croire pendant un bout de temps, puis ça va nous aider, on va se sentir mieux, mais à un moment donné, bien, on va regarder les nouvelles,
Ou encore, on va regarder les rubriques nécrologiques, puis on va se dire, ben là, c'est arrivé à telle personne que je connais, puis c'est arrivé à telle célébrité. Qu'est-ce qui me dit que moi, je ne l'aurai pas? Et là, on retombe dans nos pensées négatives de départ. Je vais avoir un cancer, puis je vais mourir. Donc, ce qu'on a vu dans les dernières minutes, c'est que les pensées positives, ça peut bloquer des émotions négatives initialement. Donc, ça va avoir un effet à court terme. Ça nous apaise. Par contre, cet effet-là est susceptible de ne pas durer dans le temps. Donc, c'est toujours à refaire. C'est un peu comme un combat de boxe, en fait, où on a un boxeur qui représente les pensées négatives, qui est très fort, très puissant, très musclé. Et on a un boxeur qui représente les pensées positives, qui est plus maigre, moins fort, etc., qui essaye initialement, au départ, c'est bon, il est capable de contrecarrer un peu les coups du boxeur des pensées négatives. Mais à un moment donné, ce boxeur-là, il s'épuise, puis ce qui gagne, c'est les pensées négatives. Et on a vu, donc, que les pensées positives sont souvent difficiles à croire. Donc, il y a ce phénomène de retour vers les pensées négatives et que plus on essaie d'être positif, moins on l'est, à cause de ce phénomène-là de cercle vicieux ou de tyrannie de pensées positives qu'on a vu. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de comparer les pensées qu'on entretient à différents types de lunettes. Donc, les pensées négatives, on peut les comparer au fait d'avoir des lunettes teintées, des lunettes sombres. Des lunettes à travers lesquelles on voit notre situation pire qu'elle ne l'est en réalité. Donc, on va voir le côté négatif de la situation ou on va penser que tout va mal tourner. À l'opposé, les pensées positives, on peut les comparer au fait d'avoir des lunettes roses. Donc, on voit le côté positif de la situation et on pense que tout va bien tourner. Ça ne m'arrivera pas à moi. Quand on voit ça comme ça nous laisse supposer qu'il y a juste deux types de pensées. Mais en réalité, les pensées qu'on a dans une journée, ça se distribue sur une ligne continue, sur un continuum, qui va des pensées très négatives qui correspondent à nos lunettes sombres, aux pensées positives qui sont représentées par des lunettes roses. Et ce que ça nous suggère, c'est qu'il existe quelque chose dans le milieu, puis ce quelque chose-là, c'est les lunettes claires, qu'on pourrait appeler des pensées réalistes. La pensée réaliste, c'est quoi? C'est percevoir notre situation telle qu'elle est. C'est percevoir tous les aspects possibles d'une situation sans les exagérer négativement, ce qui correspond aux lunettes noires, aux pensées négatives, sans non plus exagérer les aspects positifs, ce qui correspond aux lunettes roses. C'est percevoir tous les scénarios réalistes possibles, tous les risques réels d'une situation, tout en espérant que le meilleur survienne. Et vous voyez, je l'ai mis en caractère gras, ce bout-là, tout en espérant que le meilleur survienne. Parce que ce qui est attirant dans l'idée de la pensée positive, c'est le fait que ça nous donne de l'espoir. Ça nous donne aussi une impression de contrôle sur quelque chose qu'on sent, sur lequel on sent ne pas avoir de contrôle. Avec la pensée réaliste, c'est tout à fait possible d'avoir de l'espoir, mais c'est quand même un peu différent, puis on va voir en quoi ça diffère dans des exemples que je vais donner dans les prochaines minutes. Donc, la pensée réaliste, en fait, c'est le fait d'entretenir un optimisme réaliste. Donc, pour se réchauffer un peu, on va parler du cas de Marie, qui n'a rien à voir avec le cancer. Alors, Marie, elle a 50 ans, elle est monoparentale, elle a perdu son emploi après 15 ans de bons et loyaux services. Je ne sais pas quoi faire, je vais faire ça. On s'excuse, il y a un cellulaire qui a sonné. Donc, Marie a 50 ans, monoparentale, a perdu son emploi après 15 ans de bons et de loyaux services. Alors, c'est un événement négatif, donc spontanément, Marie a sûrement des pensées négatives. Avez-vous des exemples de pensées négatives que Marie pourrait avoir? Oui. Oui. Donc, les idées qui ont été sorties ici, c'est que ça va être difficile de payer les factures, ça va être difficile de se retrouver à notre travail. Donc, effectivement,
Marie peut avoir là, toute une série de pensées négatives et souvent, c'est un peu comme un train de pensée. Une pensée en amène une autre qui en amène une autre de plus en plus catastrophique. Donc ici, Marie va être susceptible de se dire, c'est une catastrophe, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ce traitement injuste? Mes patrons sont des ingrats, je ne me trouverai jamais un autre travail à mon âge. Et j'aurais plus assez d'argent pour faire vivre mes enfants. Et là, Marie a lu des livres sur la pensée positive et se dit, oh là, ça ne marche pas mon affaire, il faut que je pense positivement. Et là, Marie pourrait avoir quel genre de pensée positive? Lunettes roses. Les idées. Ouais, tout va bien aller, hein, un peu comme on a vu tout à l'heure. Mais il n'y a pas de problème. Les choses vont s'arranger. Puis même si on est vraiment à l'extrême des pensées positives, on va peut-être même pouvoir se dire, c'est une bonne chose, ça faisait longtemps que je n'aimais plus mon travail. Ce sont mes patrons les pires, ils perdent une employée modèle. Je me trouverai rapidement un autre travail et tout va bien aller. Mais là, effectivement, Marie se sent mieux pendant un temps. Puis là, à un moment donné, peut-être qu'elle a commencé ses démarches d'emploi, puis ça ne marche pas si bien qu'elle pensait. Et que là, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Elle va retomber dans ses pensées négatives de « je ne me trouverai pas un autre travail, c'est une catastrophe », etc. Donc, on va reprendre un petit peu ici notre continuum qu'on a déjà présenté avec aux deux extrêmes les pensées très négatives et les pensées très positives. Donc, je ne les ai pas reproduites toutes, là, mais j'ai pris l'essentiel. Et là, si on voulait aider Marie à avoir des pensées plus réalistes par rapport à sa situation, parce qu'on a vu tantôt que les pensées réalistes, c'est plus susceptible de nous aider à long terme que les pensées positives qui, au début, nous aident, mais ça ne dure pas si longtemps que ça comme effet. Est-ce que vous avez des idées? Alors, je vous rappelle que la pensée réaliste, c'est faire un plan d'action, c'est une bonne idée. OK, donc je vais aller voir. OK. OK. Au niveau des pensées, donc, elle pourrait se dire des choses comme, là, vous voyez, on va voir très bien la différence entre les pensées positives et les pensées réalistes. Tantôt, je vous disais que la pensée réaliste, c'est de voir tous les scénarios possibles, tout en espérant que le meilleur survienne. Alors, ça pourrait être, par exemple, d'admettre que j'aurais voulu garder ce travail-là. Je ne suis pas en train de me dire que c'est une bonne chose et tout ça. C'est pas une bonne chose, mais je suis capable de passer au travers cette difficulté-là. Je suis passée au travers d'autres difficultés dans ma vie, donc je devrais être capable de passer au travers cette difficulté-là aussi. D'admettre, par exemple, que c'est vrai que c'est plus difficile de se trouver un emploi à 50 ans, mais pas impossible non plus, puis qu'on a une expérience qui est valable, puis qui pourrait nous aider à nous trouver un autre emploi. Et au pire, et là, c'est là où ça se distingue le plus dans la pensée réaliste, c'est qu'on imagine aussi le scénario le pire, sans se concentrer complètement là-dessus. Puis là, si on faisait ça, on serait vraiment plutôt dans les pensées négatives. Donc, mais on regarde tous les scénarios. Donc, ça se peut que je me trouve un travail rapidement, mais au pire, si jamais je m'en trouve pas un, je vais pouvoir bénéficier du chômage ou encore, plus pire que ça, je pourrais emprunter de l'argent à ma sœur, par exemple. Et là, ce qui manque, c'est d'imaginer c'est quoi le scénario le plus probable. Et dans la situation de Marie, c'est que ça va prendre un certain temps, mais qu'elle va finir par se trouver un travail qui lui convient puis qui lui permette de faire vivre ses enfants. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les pensées réalistes et les pensées positives. Les pensées positives, on se concentre uniquement sur les scénarios positifs, alors que dans les pensées réalistes, on regarde tous les scénarios tout en espérant que ce soit le meilleur qui survienne. Donc, les avantages, c'est que ça diminue la force et la persistance des émotions négatives. Donc, autrement dit, l'effet de la pensée réaliste va durer plus longtemps que les effets de la pensée positive. Ça va aider à trouver des solutions concrètes et à se mettre en action. On l'a vu tantôt.
Donc, on va être plus à même d'élaborer des solutions possibles aux problèmes qu'on rencontre. Ça permet de s'adapter à toutes les conséquences possibles parce qu'on les envisage. On met pas les scénarios les pires dans un chaudron en mettant un gros couvercle sur le dessus puis en se disant, moi, je veux pas voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est trop effrayant. On regarde ça de front, mais sans se dire que c'est nécessairement ça qui va arriver. Ça fait partie des possibilités, mais on espère que ce ne soit pas ça qui survienne. On va voir maintenant comment ça peut s'appliquer au fait d'être à risque élevé d'avoir un cancer. Donc, Julie apprend qu'elle est porteuse d'une mutation génétique. On a vu tantôt que ça peut amener des pensées négatives comme « je vais avoir un cancer, je vais mourir, je ne verrai pas grandir mes enfants ». Et là, Julie, elle pourrait se dire « il faut que je pense positivement ». Donc, elle va se dire « ça ne m'arrivera pas à moi, ça arrive aux autres. Si je reste positive, je n'aurai pas le cancer, puis tout va bien aller ». Donc, toujours cette pensée pour essayer de nous rassurer. Et là, si on veut aider Julie à adopter une interprétation qui est plus réaliste, ça pourrait être de se questionner sur c'est quoi tous les scénarios possibles, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça pourrait être, par exemple, d'admettre que c'est une très mauvaise nouvelle. Mais ce ne sont pas toutes les personnes porteuses qui ont un cancer. Je vais être suivie étroitement, ça va augmenter mes chances de le détecter tôt. Et donc, s'il est détecté tôt, j'ai plus de chances d'en guérir. Au pire, je vais avoir un cancer, mais ça pourrait être dans plusieurs années. Puis, le cancer, c'est une maladie qui se traite souvent efficacement. Donc, bien sûr, je vous présente ça, ça a l'air un peu baguette magique, puis là, on essaye de changer des pensées pour d'autres pensées. C'est pas quelque chose qui se fait nécessairement aisément. Donc, nous, les psychologues, quand on voit des gens en thérapie, on va beaucoup procéder par questionnement. Donc, on ne va pas dire aux gens, un peu comme je le fais maintenant, on ne va pas dire « pensez comme ça maintenant, c'est ça qui va vous aider ». On va questionner la personne sur « OK, mais c'est quoi les scénarios possibles? » Donc, on les élabore. Puis, qu'est-ce que vous pensez qui est le scénario le plus probable? Donc, en posant des questions comme ça amène la personne à voir que, par exemple, ses pensées négatives de départ sont beaucoup plus catastrophiques que la réalité le suggère. Et de cette manière-là, on est capable d'arriver à une interprétation qui est plus réaliste. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire nécessairement très rapidement parce que souvent, les pensées négatives sont quand même très fortes et très puissantes. Donc, pour pouvoir les modifier sur le long terme, ça peut prendre un certain temps. Pas nécessairement. Pour certaines personnes, ça se fait rapidement, mais je veux juste dire que ce n'est pas une baguette magique là, qu'on sort quand on rencontre nos patients puis que tout d'un coup, la personne se sent donc bien. C'est un processus là, qui peut prendre un certain temps. À ce stade-ci, peut-être vous posez la question, est-ce que je devrais changer ma façon de voir les choses? Peut-être que vous avez lu des livres sur le pouvoir de la pensée, sur la pensée positive. Donc, je vous dirais que si vous observez que vous vivez des montagnes russes émotionnelles. Donc, quand vous êtes capable d'avoir des pensées positives, là, tout va bien, il n'y a rien qui peut vous arriver de mal, mais que soudainement, le fait d'apprendre, par exemple, qu'une connaissance à vous, un cancer, ça vous précipite dans un down, vraiment down. Donc, autrement dit, que vous passez vraiment d'aller très bien à aller pas bien du tout. Donc, ces montagnes russes émotionnelles-là, peut-être que ça indique que vous êtes un peu dans les deux extrêmes, donc très pensée négative et pensée positive, et que vous auriez peut-être avantage à essayer de voir les événements qui surviennent dans votre vie d'une manière plus réaliste. Un élément que je voulais aborder avec vous aussi, c'est la question des probabilités. Alors, quand on est porteuse d'une mutation génétique, par exemple, on va vous dire des chiffres comme, là, je ne sais pas, là, c'est pas ma spécialité, mais je pense que c'est autour de 60 quand on apprend qu'on est porteuse du BRCA1. Peut-être que ce n'est pas à jour, mais en tout cas, peu importe, disons que c'est 60 on vous dit que vous avez 60 de risque d'avoir un cancer au cours de votre vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que 6 personnes sur 10 dans la même situation que vous vont avoir un cancer au cours de leur vie. Ça veut aussi dire qu'il y en a 4 qui n'en auront jamais. C'est sûr que ça a l'air terrifiant comme ça, une statistique comme ça, parce que ça nous dit qu'on a plus de chances de développer un cancer de ne
pas en avoir. Mais peut-être un petit truc, une stratégie qu'on peut utiliser, c'est d'essayer d'imaginer que cette proportion-là correspond plus à une conséquence positive, un événement positif. Donc, par exemple, si on vous disait que vous avez 4 chances sur 10 de gagner à la loterie un jour, je pense que vous seriez quand même assez confiant de gagner à un moment donné, parce qu'on sait que les gens achètent des billets de loterie alors que les chances de gagner, c'est à peu près d'1 sur je ne sais plus combien de millions. Et ça n'empêche pas les gens d'espérer de gagner un jour. Donc, je pense que ça peut être intéressant comme stratégie d'essayer de le transposer en un événement positif, histoire de voir ça de façon moins effrayante. Alors, ce dont je vous entretiens depuis le début, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est juste une façon de le présenter un peu différente, de le mettre en opposition avec la pensée positive, qui est un courant si fort, si dominant présentement dans la littérature populaire. Ce dont je vous parle, c'est tout simplement de la thérapie cognitive comportementale, qui est une forme de psychothérapie qui est utilisée depuis les années 60. Il y en a plusieurs formes. Elles ont toutes en commun le fait de dire que finalement, ce ne sont pas tellement les événements comme tels qui déterminent nos émotions, mais beaucoup plus l'interprétation qu'on en fait. C'est un type de thérapie qui offre des stratégies concrètes aux gens pour modifier leurs pensées, modifier certains comportements aussi qui ont tendance à maintenir les difficultés émotionnelles dans le temps. On procède beaucoup par questionnement, donc on ne donne pas des réponses toutes faites aux gens, un peu comme je vous l'ai fait ce soir. On questionne beaucoup la validité, par exemple, des pensées qu'entretiennent les personnes. C'est une approche collaborative, donc le patient et le clinicien collaborent ensemble au mieux-être de la personne. Il y a un emphase sur le présent versus d'autres formes de psychothérapie où on va plus parler de votre passé, des conflits que vous avez vécus à l'enfance. Et ce sont souvent des suivis qui sont à court et moyen terme. C'est un type de psychothérapie qui a été démontré comme étant efficace dans une multitude d'études pour toutes sortes de problèmes psychologiques comme la dépression, l'anxiété, l'insomnie, la fatigue. Et donc, en conclusion, on pourrait dire que les pensées négatives, ça entraîne plusieurs réactions indésirables, des émotions négatives, etc. On a vu que la pensée positive, bien que ça ait un effet de soulagement à court terme, ça a plusieurs conséquences négatives. Donc, l'effet ne va pas durer dans le temps, puis ça va avoir tendance à nous faire sentir coupables et anxieux chaque fois qu'on a une émotion négative, ce qui est normal d'avoir des émotions négatives. Puis, la pensée réaliste qu'on développe à l'aide des stratégies cognitives comportementales, ben, ça constitue, selon moi, la solution la plus efficace pour s'adapter à un risque élevé d'avoir un cancer. Alors, je conclue là-dessus. Merci beaucoup.